Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du podcast Automobile Propre. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 43e épisode avec aujourd'hui encore Hugo Lara, anciennement journaliste à Automobile Propre et désormais rédacteur en chef de Révolution Énergétique. Bonjour Hugo, comment vas-tu ? Salut Eric, ça va et toi ? Ça va bien, merci. Très content de te retrouver pour ce nouveau numéro. Nos acolytes habituels sont encore très occupés sur divers salons, manifestations et essais. Donc, on les retrouvera régulièrement, progressivement à partir des semaines prochaines. Je reprendrai aussi les interviews des acteurs de l'électromobilité à partir des prochaines semaines. On a beaucoup de monde à recevoir et beaucoup de sujets intéressants à traiter. Alors, écoutez, on va directement au sommaire de cet épisode avec les actualités de la semaine cette fois. On commence avec Lidl. Lidl, le réseau, la chaîne de supermarchés hard discount, qui est connu déjà pour proposer des bornes de recharge de façon assez fréquente sur ses parkings, et qui là vient de faire une annonce un petit peu différente, Hugo. Oui, tout le monde connaît le célèbre supermarché de hard discount, réputé pour ses prix généralement beaucoup plus bas que ses concurrents. Eh bien, Lidl a voulu transposer ce concept de prix cassé à la recharge des véhicules électriques. La marque disposait déjà de bornes de recharge dans certains magasins, mais pas de vraies stations de recharge qui regroupent plusieurs bornes. Eh bien, c'est désormais chose faite. Lidl a installé sa première station de recharge ultra rapide à Villefranche-sur-Saône, c'est au nord de Lyon. On y retrouve donc 13 emplacements de recharge, c'est plutôt pas mal, et on a donc des bornes de 22 kW en courant alternatif, 120 kW en courant continu, et même 360 kW. C'est la puissance la plus élevée sur le marché actuellement. Cerise sur le gâteau, la station sera ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ensuite, quel est le tarif ? On sait que la recharge ultra rapide des voitures électriques coûte souvent très cher. Eh bien, on est souvent autour de 1 euro le kilowattheure en général pour se situer. À la maison, l'électricité, elle coûte 17 centimes. Eh bien, Lidl propose un tarif très raisonnable de 25 centimes le kilowattheure sur les bornes 22 kW, et on passe à 40 centimes le kilowattheure sur les bornes rapides de 180 à 360 kW. À ce prix, je suis pas certain que Lidl parvienne à rentabiliser sa station. Je vois ça comme davantage un moyen de verdir et de dynamiser son image. En tous les cas, c'est quelque chose de vraiment très bon à prendre en faveur de la mobilité électrique, et on espère que l'initiative de Lidl inspirera d'autres géants de la grande distribution. Oui, alors c'est vrai que c'est probablement ce qu'on appelle un produit d'appel, c'est-à-dire en fait une façon de faire venir un peu plus de clients dans ces magasins et de leur vendre évidemment d'autres produits sur lesquels ils font plus de marge. Mais bon, ça a du sens aussi parce que Lidl finalement a été pionnier en matière d'installation de bornes de recharge sur ces supermarchés, sur ces parkings, à tel point d'ailleurs que pour notre trophée des watts d'or, on a une catégorie qui est le meilleur réseau de recharge de l'année, qui a été dévoilé hier. Et en fait, Lidl était dans la liste des concurrents, puisqu'on avait regardé un petit peu de près, et en fait, Lidl est un véritable opérateur de recharge avec 384 stations en France. Alors, je mets stations entre guillemets, parce que souvent, ce sont un point de recharge ou 2 bornes ou une borne avec 2 points de recharge sur des supermarchés. Généralement, ça fonctionne bien, c'est pas cher, voire gratuit. Et puis, c'était déjà des bornes dont les plus puissantes étaient justement, et tu l'as dit, Hugo, des bornes de 120 kilowatts. Et du coup, ça fait sens, et c'est pas étonnant que Lidl progresse et amplifie son offre en matière de recharge, sachant que les autres et les concurrents font la même chose maintenant, notamment Carrefour et puis aussi Casino avec d'autres opérateurs. La différence étant là que Lidl est son propre opérateur en quelque sorte. Alors le secteur dans lequel cette station ouvre est assez intéressant, puisqu'effectivement c'est au nord de Lyon. Je le connais bien puisqu'étant lyonnais moi-même, et c'est un secteur où il y a déjà pas mal d'offres, donc ça se bouscule un petit peu. C'est un endroit probablement stratégique puisqu'on est au nord de Lyon, à proximité de l'autoroute A6, et on a déjà dans le secteur, alors dans un secteur un petit peu élargi mais vraiment pas très loin, on a déjà du Ionity, on a déjà du Tesla, et on a déjà Fastned aussi.
Donc voilà, une offre qui est déjà assez large, et à l'occasion, eh bien, on ira la tester cette station, pour voir ce que ça donne, en termes notamment de débit et notamment cette borne 360 kilowatts qui est effectivement, aujourd'hui le débit le plus important en France puisque jusqu'à présent le record était détenu par Fastned, si, je ne m'abuse avec 350 kilowatts. Deuxième sujet, Renault qui présente une nouvelle marque, ou plutôt un nouveau constructeur, ou un nouveau dispositif, qui s'appelle Ampère. Donc, de quoi il s'agit? Alors, Ampère, c'est un nouveau, comment on va dire, un nouveau constructeur, qui dépend intégralement de Renault et qui va regrouper, toutes les activités liées aux voitures particulières électriques de Renault. Renault l'avait annoncé il y a quelque temps, et avait annoncé qu'il allait scinder, son entreprise et son organisation en 2 pôles, le pôle thermique et le pôle électrique. Donc le pôle thermique qui s'appelle Power et le pôle, électrique qui s'appelle Ampère. Donc cet Ampère sera considéré comme un constructeur et il proposera, 6 véhicules d'ici 2030. Alors, on connaît déjà des voitures qui feront partie de cette marque et notamment la Mégane E-Tech qui est, toujours évidemment sous la bannière Renault. Donc c'est une marque qui sera, introduite en bourse au second trimestre 2023 et qui va commercialiser des voitures particuliers, 100 électriques, mais sous la marque Renault. Donc ça ne sera pas une marque Ampère. Ampère, c'est juste une organisation industrielle, en fait, et ça sera toujours, la marque Renault. Ce sont bien des Renault et l'autre caractéristique d'Ampère, c'est que, le constructeur, mise sur une installation française et des produits 100 made in France, fabriqués en France, avec une production ambitieuse puisqu'il vise une production de 1 million de véhicules électriques en 2031. Donc, Renault, de la sorte, anticipe, la fin de la voiture thermique, décidée au niveau de l'Union européenne qui sera en 2035 et là donc, en 2031, Renault, aura déjà une capacité de production d'1 million de véhicules, 100 électriques. Donc, Renault, insiste sur le fait que c'est la première marque comme ça qui s'organise, de la sorte, c'est-à-dire en scindant complètement ces 2 activités et en dédiant, une enseigne, directement et exclusivement, à la voiture, électrique. Hugo, ça t'inspire? Alors moi, depuis que je suis sur Révolution énergétique, je suis depuis beaucoup plus loin l'actualité des véhicules électriques. Mais alors je comprends pas trop en fait l'intérêt de scinder les deux activités puisque le thermique est voué à disparaître à très brève échéance, hein, une dizaine d'années. Donc bon, il semble que ça soit plutôt une opération financière. Ça ne va pas trop avoir d'impact sur l'image de marque, on va dire, de Renault. Ouais, alors en fait, c'est, effectivement, peut-être, probablement une opération de structuration ou de restructuration. C'est aussi envoyer un message assez fort au marché en disant: «Bon, vous voyez, on y va complètement et à fond sur la voiture électrique» et effectivement, la voiture thermique sera probablement peu à peu délaissée. C'est aussi peut-être une façon de mettre un petit peu toutes les forces vives dans l'entreprise et l'ingénierie, la recherche, le développement, sur la partie électrique et puis laisser partir, la partie thermique, la laisser s'éteindre probablement progressivement, même si on sait que, 2035, la date couperet, ne concerne que l'Union européenne et que probablement les constructeurs, continueront peut-être à construire des voitures thermiques pour d'autres marchés, pour lesquels la voiture, électrique ne sera pas encore, le modèle, exclusif. Donc, probablement effectivement une opération financière, un petit peu une opération de communication aussi et puis certainement une opération de clarification en interne, pour Renault. Un autre sujet qui concerne, Tesla et Twitter. Alors Hugo, ça c'est, assez étonnant, mais avec Twitter, quand on met Twitter dans le mix, qu'on parle forcément d'Elon Musk, on ne s'étonne plus de rien. Qu'est-ce qui se passe entre Tesla et Twitter? Bon, vous le savez sûrement, depuis fin octobre, Twitter est la propriété d'Elon Musk. Le patron de Tesla a pris le contrôle du réseau social avec une idée en tête, rétablir la liberté d'expression, le free speech, qui, selon lui, aurait disparu du réseau. Alors, dès son arrivée, le nouveau boss a viré la moitié des employés. Il a mis en place un système de badge payant pour vérifier les comptes, des mesures qui ne font pas du tout consensus chez les utilisateurs de Twitter comme chez les marques qui achetaient des espaces publicitaires et tenaient des comptes officiels. Parmi ces marques, on retrouve donc des constructeurs automobiles,
General Motors a été le premier à suspendre ses campagnes de pub, suivi par Volkswagen et même Stellantis. Conséquence, les revenus publicitaires de Twitter ont chuté. Elon Musk le reconnaît, mais ça fait peut-être partie de sa stratégie de tout casser pour reconstruire ensuite. Malgré tout, Twitter reste un géant des réseaux sociaux avec plus de 400 millions d'utilisateurs actifs chaque mois dans le monde. Au-delà des annonces, un peu sur le coup de l'émotion, je suis pas sûr que les constructeurs automobiles décident de se passer définitivement de cette audience potentielle. Oui, alors, Twitter, Elon Musk, Twitter, ça fait beaucoup parler en ce moment. C'est un des principaux sujets de discussion sur internet et même au-delà parce que ça devient très politique, ça devient aussi économique, donc il y a des enjeux. J'ai fait un post la semaine dernière sur LinkedIn et j'ai été surpris de la façon dont il est parti en live puisqu'il a été vu plus de 120 000 fois, ou en disant qu'effectivement, Elon Musk, à mon humble avis et ça n'engage que moi, n'avait pas acheté Twitter pour faire de l'argent et qu'au contraire, ça allait lui en coûter beaucoup au départ. Ce qui, semble se confirmer si certains annonceurs s'en vont. Cela étant, le public, et les abonnés, ne semblent pas déserter en masse puisque, selon les derniers chiffres, Twitter aurait même vu une progression assez spectaculaire de son nombre de followers, sur les dernières semaines. Donc, les menaces de départ sur d'autres réseaux sociaux comme Mastodon et cetera, à mon avis, ne sont qu'à la marge, même si elles sont probablement, motivées et sincères. Pour revenir à notre sujet, effectivement, si General Motors a commencé à menacer ou à se retirer des annonceurs, c'est probablement aussi un petit mouvement d'humeur et il y a de fortes chances, à mon avis, pour que, les annonceurs reviennent au bercail quand tout sera clarifié, que Elon Musk se sera un petit peu calmé et polissé et qu'il aura adopté probablement un discours, de nature à rassurer un petit peu les annonceurs. Parce que, mine de rien et Twitter en a besoin, hein. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller sur Twitter, mais sur votre fil, sur votre timeline, en général, vous avez une publicité à peu près tous les 5 posts, donc ou tous les 10 posts, ça dépend. Et ça dépend de pas mal de paramètres, mais effectivement, c'est un élément important du modèle économique de Twitter, même si, l'entreprise, est difficilement encore, rentable, hein. Je crois que l'an dernier, elle a fait un peu plus de 200 millions de dollars de bénéfices, de profits sur un chiffre d'affaires de 5 milliards. Et cette année, pour l'instant, je crois que on est plutôt encore sur, un équilibre difficile à trouver. Donc, à suivre, on verra si les constructeurs automobiles continuent à annoncer sur Twitter. Pour l'instant, j'ai pas vu énormément de différence et je vois toujours des pubs pour des voitures sur Twitter assez régulièrement. Autre sujet, c'est le focus de la semaine, c'est, les atermoiements, on va dire, du gouvernement français par rapport justement à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la fin des voitures thermiques en 2035. Alors, vous savez que l'Union européenne, a acté la fin de la vente de voitures neuves avec un moteur thermique à partir de 2035. Cependant, le texte laisse la porte ouverte à des technologies alternatives si elles peuvent prouver, qu'elles permettent d'atteindre l'objectif de supprimer totalement les émissions de gaz à effet de serre. Donc on pense notamment au carburant de synthèse et puis à l'hybride plug-in encore, à l'hybride rechargeable, même si personnellement j'en suis un petit peu moins convaincu. Qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, cette décision a été prise, à l'unanimité je crois de 27 membres. Et puis maintenant, eh ben, on commence à entendre quelques voix qui s'élèvent en se disant, à demi-mot, est-ce qu'on serait pas allé un petit peu trop vite, un petit peu de façon un peu trop radicale? Et est-ce que finalement nos industries, nos industriels sont prêts, seront prêts pour 2035? Alors toutes les grandes marques automobiles européennes ont déjà indiqué, enfin, parfois un petit peu de gré ou de force, qu'elles étaient prêtes et qu'elles avaient même pris un petit peu d'avance par rapport à cette échéance. On parlait de Renault tout à l'heure. On sait que tous les grands groupes ont résolument pris le virage de l'électrique et sortent des modèles et des gammes de plus en plus importants et de plus en plus denses. Cela étant, 2035, c'est quand même demain et c'est effectivement un enjeu énorme pour toute une filière industrielle de se métamorphoser à ce point. Je disais tout à l'heure d'ailleurs que certaines marques continueraient probablement à vendre des voitures thermiques sur d'autres continents, si elles le peuvent et si elles ne se sont pas fait prendre entre-temps les marchés par notamment l'industrie chinoise. Alors cette décision, ce texte pour 2035 prévoit quand même une clause de revoyure, c'est-à-dire la possibilité de faire le point tous les ans et notamment une clause de revoyure en 2026
pour voir si bien la feuille de route est suivie et si les constructeurs seront capables de proposer des gammes 100% électriques à partir de 2035. Et donc, Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, a laissé entendre que il faudrait bien rediscuter à l'occasion de cette clause de revoyure parce que effectivement il y a des enjeux qui sont importants et il faudrait pas que les constructeurs européens se tirent une balle dans le pied. Donc on en est là. Et puis Clément Beaune, le ministre des Transports, s'est même inquiété d'un autre aspect de la fin du thermique, ça serait effectivement l'invasion chinoise tant redoutée, dont on a l'impression de saisir quelques signes en ce moment avec les marques qui arrivent de plus en plus fréquentes et de plus en plus nombreuses. Donc voilà, la France tente de temporiser. Bon, la feuille de route est toujours la même, hein, c'est 2035. Mais on pourrait imaginer qu'il y ait un petit coup de théâtre d'ici 2-3 ans et que finalement, l'Union européenne recule et dise, bah non, finalement, ça sera pas 2035, mais ça sera, je sais pas, 2040 ou 2045. Ça, c'est mon interprétation personnelle. Attention, c'est pas du tout une information. C'est pas du tout ce qui est dit dans les différentes communications de l'Union européenne. C'est simplement une question que je me pose et que je ne suis pas le seul à me poser, c'est-à-dire est-ce que cette échéance, ce couperet, n'est pas un petit peu anticipé? Personnellement, je ne le pense pas. Je pense qu'il faut de temps en temps être capable comme ça de secouer un petit peu des filières pour qu'elles s'adaptent un petit peu plus vite. Mais effectivement, l'Europe a eu quand même la prudence de cette clause de revoyure. Et c'est cette clause de revoyure qui crée un petit peu ce trouble et qui crée des dissonances parmi les porte-paroles et les ministères. Donc, à voir, ça va être intéressant à suivre. En tout cas, les constructeurs sont à fond. Hugo, la question de la semaine, et on conclura avec ça, c'est une question sur les parkings donc automobiles, qui auraient peut-être une obligation, une nouvelle obligation d'ici quelques temps. De quoi s'agit-il? Les voitures qui cuisent sur les parkings en plein été, c'est bientôt terminé. Le Sénat a adopté l'article 11 du projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables qui va contraindre certains parkings à s'équiper d'ombrières solaires. Les parkings concernés doivent évidemment être à l'extérieur et disposer d'au moins 80 places. Ils devront équiper au moins la moitié de leur surface de panneaux solaires. Sont exclus les parkings dédiés aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes, les parkings situés à proximité de sites remarquables comme les monuments, mais aussi les parkings où les contraintes techniques ne permettraient pas d'installer des ombrières photovoltaïques. La loi doit encore être validée par l'Assemblée nationale, mais on a très peu de doutes à ce niveau. Elle devrait normalement entrer en vigueur le 1er juillet 2023, mais les parkings existants auront un délai pour se mettre en conformité. Les parkings de plus de 400 places devront s'équiper avant 2026 et ceux de 80 à 400 places auront jusqu'à l'été 2028. Ça laisse pas mal de temps. Ce n'est pas extrêmement contraignant pour les exploitants. Déployer des panneaux photovoltaïques, c'est vraiment rapide d'un point de vue strictement technique. Alors, à quoi sert cette mesure? Eh bien, elle va permettre d'ajouter 11 gigawatts de puissance photovoltaïque en France et en toute simplicité. En l'espace de seulement 6 ans, on va rajouter une très grande capacité de production électrique bas carbone. Rapporté au facteur de charge moyen du solaire, on est quasiment sur l'équivalent de la production annuelle d'un réacteur nucléaire de type EPR. C'est énorme. Et gare aux fraudeurs, les parkings qui ne respectent pas la loi devront payer une amende mensuelle de 50 € par emplacement. Pour un parking de 4500 places, ça fait tout de même 225 000 € à débourser chaque mois. C'est plutôt dissuasif. OK, donc ça, c'est très intéressant parce que c'est une espèce de truc un peu vertueux, c'est-à-dire que on va mettre des ombrières, ça va permettre aux voitures de moins surchauffer. Ça permettra donc aux voitures de consommer un petit peu moins d'énergie en climatisation quand les automobilistes les reprendront, se mettront à leur volant. Et puis avec ces ombrières, on peut imaginer effectivement qu'on on crée, enfin en tout cas on récupère de l'énergie pour différents usages. Donc intéressant et effectivement, et en plus cette mesure va arriver assez rapidement et ça sera un élément de confort pour de nombreux automobilistes.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur Automobile Propre. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur ces plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut!